Le Centre des archives diplomatiques de Nantes, effectivement, conserve avant tout les archives des postes diplomatiques et consulaires français à l'étranger. Parmi ces archives, une série rassemble les archives des représentations françaises auprès des organisations internationales. Et donc, c'est dans cette série que l'on va trouver des archives issues de commissions et d'organismes mis en place à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez derrière moi s'afficher la liste de ces fonds d'archives, donc que l'on peut regrouper en deux ensembles, des archives de commissions de gouvernement, donc pour la Sarre, pour la Haute-Silésie, mais aussi pour Teschen et Memel, les commissions de délimitation, et puis deux séries que je cite plutôt pour mémoire, parce qu'en fait ce ne sont que quelques cartons, les archives d'une commission internationale de secours à la Russie, et une partie des archives de la commission des réparations section Autriche. Donc certainement des archives qui s'imbriquent très étroitement avec le fonds qui nous a été présenté hier par Roselyne Salmon et qui se trouve aujourd'hui aux Archives nationales. Donc, autre fonds, comme le rappelait Isabelle Richefort, conservé à Nantes et directement issu aussi des conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est le fonds d'archives de l'administration mandataire française au Levant. Donc, dans cette communication, je vous présenterai d'abord essentiellement les archives des commissions de délimitation en Europe orientale. Et donc, j'essaierai de vous donner quelques pistes de recherche sur la question des frontières au Levant. Donc, d'abord, que sont ces commissions de délimitation ? Donc ces commissions ont été instituées par les traités de paix et un certain nombre de décisions diplomatiques ont ensuite permis de cerner plus précisément les missions de ces commissions. Elles relèvent directement de la conférence des ambassadeurs, qui, dans une instruction du 22 juillet 1920, détermine précisément le mode de travail de ces commissions. La conférence des ambassadeurs, donc dans cet aspect du travail de délimitation des frontières, est également assistée d'un comité technique géographique à qui vont venir les questions, comme son nom l'indique, à caractère technique, posées par les commissions. Donc ce comité comprend des officiers spécialisés venant de chacune des puissances représentées dans les commissions et il est présidé par le général Bello, qui est le chef du service géographique de l'armée. Donc la mission de ces commissions de délimitation, c'est donc de décrire et d'aborder les frontières telles qu'elles ont été décrites dans les traités de paix ou fixées après l'exécution des plébiscites. Donc le travail des commissions est plus ou moins important selon la nature de la nouvelle frontière. Celle-ci peut être une ancienne frontière internationale, déjà bien connue, une limite administrative qui pouvait être interne au pays préexistant, ou une ligne à déterminer sur le terrain, donc une ligne à créer quasi ex nihilo. Il faut souligner que les missions de ces commissions, quand même très strictement limitée, puisque toute modification de l'attribution d'une commune est impossible, sauf s'il y a accord des puissances intéressées ou l'assentiment unanime de la commission. Et donc, je cite la résolution de la conférence des ambassadeurs qui indique que ces modifications ne peuvent se faire que pour des motifs d'ordre économique, à l'exclusion de toute raison nationale, linguistique ou religieuse. Donc, on voit tout de suite que ces commissions ont un champ d'intervention qui est lui-même très, très strictement délimité. Quelle est
la composition de ces commissions. Donc, toutes sont composées de la même manière. Donc, on va à chaque fois trouver une représentation, une délégation des gouvernements intéressés, donc les deux pays concernés par la frontière, et 3 à 5 délégués des principales puissances alliées et associées. Effectivement, lorsque les commissions sont mises en place, on parle de 5 puissances, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie et Japon. Mais au fil du temps, ces 5 délégations se réduisent à 3. Les États-Unis se retirent en raison de la non-ratification du traité de Versailles. Le Japon participe aux travaux des commissions, mais seulement jusqu'en février 1923. Et il est dit qu'il se retire ensuite pour des raisons économiques. Donc là, les commissions continuent ensuite à fonctionner avec simplement 3 représentants. Vous voyez ici donc une partie d'un document donc, qui est issu d'un procès-verbal de travail des commissions portant donc les signatures des différentes délégations, donc qui ont chacune leur cachet que l'on va retrouver sur tous les documents qui sont approuvés. Donc là, il s'agit d'un document issu de la commission de délimitation des frontières entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Donc vous avez ici la délégation tchécoslovaque, délégation hongroise, donc les puissances intéressées, et puis ensuite donc les puissances alliées, donc le représentant britannique, représentant français, représentant italien et le représentant de la délégation japonaise. Les délégations sont plus ou moins importantes selon les pays. La délégation japonaise, la plupart du temps, est représentée par son commissaire et un interprète, alors que bien sûr, des délégations comme la délégation française sont beaucoup plus importantes. Au sein de ces commissions, donc un président est élu. Ce président sera toujours issu d'une délégation des puissances non intéressées et il est assisté par un secrétaire pour toutes les tâches administratives. Donc ces commissions vont travailler de 1919 à 1927. Elles commencent à travailler à Paris, mais ensuite elles se déplacent sur place. Et les archives montrent bien que l'essentiel du travail s'est fait directement sur place. Et ces commissions étaient extrêmement mobiles dans leurs travaux. Le travail d'une commission pour une frontière donnée souvent a été scindé en sections. Donc on décide de travailler selon ces sections et parfois on crée même des sous-commissions chargées de s'occuper de telle ou telle section de la frontière. Alors c'est notamment le cas de la commission de délimitation de la frontière germano-polonaise, donc qui divise en 3 ses travaux, la frontière occidentale nord, sud et la Haute-Silésie, avec une particularité encore pour la Haute-Silésie, puisque dans l'attente du plébiscite, on crée d'abord une ligne de démarcation provisoire, et puis ensuite, une fois le plébiscite passé, là, on détermine la frontière définitive. Voilà. Donc, pendant leurs travaux, donc ces commissions ont réuni et elles-mêmes produit un grand nombre de documents. Ces documents ont été pour certains d'entre eux transmis au fil de l'eau, au fil des travaux, à la conférence des ambassadeurs. Il y a une correspondance notamment qui est importante, et puis les travaux finaux, les procès-verbaux de délimitation sont transmis au fur et à mesure des travaux à la conférence des ambassadeurs. Mais ce n'est qu'une partie de la production documentaire de ces commissions. Donc, à la fin des travaux, se pose la question du devenir de ces archives. J'espère que vous pouvez le lire ici. Donc, on a notamment donc, le président de
de la commission de délimitation de la frontière entre l'Autriche et la Yougoslavie, qui fait lui-même un état de ce qui a été produit. Donc une certaine quantité d'archives, procès-verbaux dont la conférence possède déjà la série, correspondance avec les gouvernements intéressés, correspondance des délégations entre elles, enquêtes, études, croquis, etc. Donc ces archives réduites aux pièces importantes sont d'un faible volume et pourraient sans inconvénient être remises à la conférence si tel est son désir. Dans le cas contraire, je me propose de détruire ces archives. Donc là, on voit à quoi on a échappé, en tout cas pour celle-ci. Alors, je n'ai pas la réponse directe, mais là, on peut supposer, puisque ces documents nous sont arrivés, que la réponse a été positive et que l'ensemble a été transmis à la conférence des ambassadeurs. Et à côté, vous avez donc une réponse faite par donc, le général Bello, le directeur du service géographique de l'armée, à une question analogue qui lui a été posée, et donc qui répond: il me paraît également préférable que la correspondance entre la délégation française d'une part et la conférence, les autres commissions, le comité technique d'autre part, soit déposée aux archives de la conférence. Voilà, donc c'est de cette manière que nous sont parvenus donc, un certain nombre d'archives qui sont directement les archives de ces commissions de délimitation. Donc je ne lis pas la liste que vous avez derrière, qui s'affiche derrière moi. Donc un bon nombre de commissions, il y en a quelques-unes qui manquent, mais l'essentiel est là. Ces fonds vont être d'importance inégale. Bon, on peut comprendre pourquoi à la lecture des correspondances que nous venons de voir. Des destructions ont certainement été opérées, des doubles, des documents que l'on a jugés de moindre importance. Une chose également à souligner, c'est qu'on a bien les archives des commissions elles-mêmes et parfois à côté les archives de la délégation française auprès de cette commission. Donc parfois des documents qui se répondent. C'est le cas notamment pour la commission de délimitation des frontières tchécoslovaques et des frontières austro-hongroises. Alors, hier, nous sommes posé la question à propos des archives qui étaient conservées aux archives nationales, comment toutes ces archives avaient échappé aux travaux des commissions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement nous étaient parvenues sans dommage, à la différence des archives de la conférence de la paix. Donc, cela reste à confirmer au vu des échanges que nous avons hier, mais je pense que ces archives ont été transférées dans les années 30, comme avec d'autres archives diplomatiques, aux archives nationales, qu'elles y sont restées, et ça n'est que un petit peu plus tard, donc dans les années 70-80, qu'elles sont revenues aux archives diplomatiques, et tardivement, elles ont été transmises à Nantes, à la fin des années 90, et donc c'est à ce moment-là qu'elles ont été classées. Elles ne sont peut-être pas d'ailleurs au terme de leur pérégrination, puisqu'il est question qu'avec les autres archives des représentations permanentes auprès des organisations internationales, ces archives reviennent à la Courneuve dans les années qui viennent. Voilà. Donc, de la même manière également que certaines des fonds d'archives que nous avons examinés hier, il est intéressant de constater que les secrétariats qui avaient été mis en place auprès des présidents des commissions ont travaillé de manière très, très rigoureuse. Avec donc des plans de classement très, très détaillés, et donc les archives sont parvenues en bon ordre, et donc ont permis d'établir donc l'instrument de recherche dont vous voyez la page de titre hier. Alors ces archives, que sont-elles? Donc, ce sont tout d'abord les archives du fonctionnement lui-même des commissions. Donc, la correspondance qui peut occuper une part importante, qui est parfois même l'essentiel de ce qui est conservé. On a également des archives comptables qui sont intéressantes dans ce qu'elles peuvent montrer du fonctionnement et notamment des déplacements. Là, vous voyez sur le document qui est derrière, qui est un extrait d'un PV de réunion d'une réunion consacrée justement
à ces questions financières et où on voit que la question des transports est extrêmement présente et donc permettent de voir très précisément comment pouvaient fonctionner ces commissions au quotidien. Ensuite, c'est bien sûr le plus intéressant, les archives sont celles qui jalonnent le travail des commissions. Le schéma de travail est le suivant. Donc, tout d'abord, un travail documentaire qui est fait, qui a pu commencer très souvent à Paris. Ensuite, les travaux qui sont faits sur place. Ensuite, la détermination du tracé lui-même, tout ça je vais le développer avec des illustrations, l'établissement des documents finaux, et puis pour certaines commissions, des protocoles additionnels qui, eux, vont permettre déjà de préparer le fonctionnement de la frontière, notamment les questions de transport, de voies ferrées qui doivent traverser ces frontières. Les exemples que je vais vous présenter donc, sont issus de la commission de délimitation des frontières de la ville libre de Danzig. Alors, commission, sous-commission, parfois c'est indiqué simplement comme une sous-commission de la commission de délimitation des frontières entre l'Allemagne et la Pologne. Donc là, comme pour les autres, donc les frontières ont été décrites par l'article 100 du traité de Versailles. Et donc ensuite, la commission doit déterminer précisément les contours de ces frontières. Elle travaille par section. Donc là, les documents que vous avez concernent la section A qui part de la mer et va jusqu'à la forêt de Stangewald. Donc là, je ne vous ai pas montré les cartes, on les verra après, mais on voit justement ce travail d'archivage qui a été fait et surtout cette mention que les cartes que l'on a ici ont été préparées dans les bureaux. Donc on est vraiment dans la phase préliminaire de travail. Les ressources cartographiques peuvent être assez variées. Alors, essentiellement, bien sûr, c'est le cadastre qui va servir de base, mais parfois, peut-être en l'absence de documents suffisants, on va utiliser des cartes comme celle-ci, qui sont en fait des cartes de randonnée de forêt. On exploite toutes les ressources cartographiques disponibles pour travailler. Ensuite, donc, viennent les enquêtes de terrain. Donc là, des enquêtes extrêmement fouillées. Et comme vous le voyez ici, ces enquêtes donc, se font dans chacune des communes progressivement. Donc de jour en jour, on suit la commission qui va sur le terrain pour recueillir les avis de délégations, donc députation allemande, députation polonaise. Donc ce sont essentiellement les maires, mais vous voyez ici différentes personnes qui sont là pour donner l'avis de la commune. À partir de là, donc, on établit des procès-verbaux, donc, comme vous voyez, sur des documents préimprimés. Donc, on a vraiment un travail très, très programmé, très, très soigneusement préparé, qui permet de faire la synthèse de ces travaux. À partir de là, les puissances intéressées font leurs propositions, donc, qui réunissent un certain nombre de documents. Vous avez ici la liste des documents qui sont proposés par la délégation polonaise. Ces propositions vont être des descriptions écrites des frontières, mais également, bien sûr, des documents cartographiques et qui permettent ensuite à la commission de faire une première proposition de description de la frontière, et ce qui va ensuite passer au vote, et ensuite on arrive au procès-verbal final de détermination du tracé. Ensuite, là, il y a un travail de bornage qui se fait sur le terrain, qui est à la charge des puissances intéressées, et donc cela donne lieu ensuite à un travail, à une
des missions de vérification par les puissances non intéressées pour s'assurer que le travail a bien été fait conformément au travail et à la décision surtout de la commission. Donc une partie extrêmement intéressante de ces travaux, ce sont bien sûr les enquêtes qui sont menées et qui, donc les procès-verbaux tels que vous en avez vu tout à l'heure la page de titre. Là, vous avez ici quelques-unes des questions qui sont posées. Ces questions portent sur les usages, où les habitants vont-ils s'approvisionner en bois, où vont-ils au marché, où les enfants vont-ils à l'école, est-ce que la frontière proposée va séparer la commune de chefs-lieux, d'églises où ils ont l'habitude de se rendre. Donc vraiment, on regarde de très près la vie quotidienne des populations et comment la frontière risque de modifier cette vie, avec néanmoins quelques questions également aussi sur la population elle-même et sa nationalité. Mais comme on l'a vu, si on veut modifier, ce ne sont pas les questions de nationalité qui doivent jouer, mais les questions économiques. Et donc c'est ça qui prend le pas dans le questionnement qui est fait aux populations. Donc il y a les enquêtes, il y a également des pétitions qui sont déposées. Donc là vous avez une pétition polonaise avec sa traduction française. L'essentiel des documents ont été traduits dans les archives de ces commissions. Voilà, des pétitions qui peuvent prendre différentes formes. Là également, avec un argument économique des Polonais qui disent que si jamais la frontière les place côté allemand, ils se retrouveront sans travail. Donc, ils demandent donc le rattachement à la Pologne. Voilà, des pièces confidentielles que l'on a pour certaines seulement des commissions, mais qui peuvent être très intéressantes parce qu'on se pose la question bien sûr de la sincérité des réponses et de l'éventualité de pression qu'ont pu subir toutes ces personnes qui ont envoyé des pétitions et qui ont répondu aux commissions. Et donc là, on a le témoignage, on a l'interrogatoire d'un maire dont on a trouvé sa signature au sein d'une commission et qui explique que en fait, il a signé un papier blanc et donc après, le contenu de la pétition ne lui était pas connu et quand on lui pose la question, à la fin de savoir quel est son avis réel, il répond qu'il n'ose pas donner son avis car j'ai peur que certains habitants de la commune me battent. Donc on a vraiment une idée. Donc ça, ces pièces confidentielles, on ne les a pas toutes, mais elles sont extrêmement intéressantes. Et puis, dernière chose, dans ces archives également, les questions techniques. Donc là, avec un document qui est présenté dans l'exposition, qui montre un des problèmes très particuliers, qui est celui des points frontières, à la jonction de trois frontières. Voilà, donc je crois que mon temps est passé. Du coup, je ne parlerai pas du Levant, pour lequel la question des archives est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffuse à l'intérieur des archives du mandat. Néanmoins, il faut savoir que là aussi, on a eu des commissions d'abornement qui se sont mises en place et que cette question des frontières, surtout, a duré pendant tout l'entre-deux-guerres. Et donc, on a des sources très dispersées, mais néanmoins qui mériteraient, je pense, un travail approfondi de recherche.